Vous êtes un footballeur accompli. Voilà 15 ans que vous exercez votre métier en Europe et à succès, vous avez disputé les plus belles compétitions que ce sport peut offrir, en avez gagné plusieurs, rendu vos supporters heureux. Mais depuis quelques temps, les lendemains de match sont de plus en plus difficiles. Sur le rectangle vert, on dit que vous courez moins, vous dites que vous courez mieux, le coach ne dit rien. Il est vrai que dans le vestiaire, on vous écoute par déférence et car votre expérience est précieuse, vos dirigeants d'ailleurs valorisent cette qualité, mais moins qu'avant. L'offre de prolongation qui traîne sur le bureau de votre agent n'est que pour 1 an, et ce n'est pas le seul chiffre qui a rétréci. Alors peut-être faut-il se résigner à l'évidence, le passage du temps n'épargne personne, vos années de footballeur sont comptées. Oui, l'heure est venue, celle d'écrire un dernier chapitre. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, trop heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans quel pays faut-il finir sa carrière? C'est une question que tout footballeur se pose à un moment donné. Il n'y a pas de bonne réponse dans l'absolu, il y a sans doute une bonne réponse par individu, autant de bonnes réponses que de footballeurs en fin de carrière. Mais il y a sans doute quelques paramètres à évoquer qui sont les mêmes pour tous et qui doivent rentrer dans l'équation. Alors le premier, c'est peut-être la variable économique, le salaire. Pour beaucoup de joueurs, la fin de carrière, ça reste la perspective d'accrocher un dernier gros chèque, un dernier beau chèque, dans un pays qui aurait potentiellement les moyens de surpayer son talent, qui cherche à attirer des noms. En fonction de comment la carrière a été gérée jusque-là, ça peut être plus ou moins important, ça peut être un paramètre plus ou moins important. Quand on sait quand même que 40% des joueurs de Première Ligue font faillite dans les 5 ans qui suivent leur retraite, bon, on peut comprendre que la variable économique soit clé pour un certain nombre de joueurs. Donc ça, c'est un premier paramètre qui influence le choix de destination. Le deuxième, c'est sans doute quel type de culture est-ce qu'on cherche, quel type de pays. Nouveau pays, nouvelle culture, possibilité d'apprendre une nouvelle langue, d'étendre son horizon. Le tout, je dirais, dans un contexte de privilégié, celui de footballeur professionnel, c'est un vrai contexte de privilégié qui a les ressources nécessaires pour, on va dire, conduire toutes ces démarches de mobilité de la manière la plus simple possible, les ressources économiques, financières, mais aussi l'appui du club, l'intégration dans la société civile qui est facilitée par les institutions, par le club par exemple. Voilà, c'est une belle opportunité à saisir pour un footballeur en fin de carrière qui se conjugue assez bien, je trouve, à mon troisième paramètre, c'est celui de la famille, la vie familiale. À l'âge de la retraite, on approche de la retraite, la plupart des footballeurs ont une jeune famille et la perspective d'offrir une seconde culture à ses enfants par exemple, de vivre très tôt à l'étranger pour eux, c'est pas mal, c'est quelque chose à considérer, je pense que beaucoup le font. Et puis deux variables qui sont liées cette fois, deux paramètres qui sont liés à la vie professionnelle d'un footballeur. Pour l'instant, la question économique, la vie de famille, la culture, c'est des éléments qui ont plutôt trait à la vie personnelle du joueur. Mais la dernière étape de sa carrière, c'est aussi la perspective peut-être de vivre un dernier challenge professionnel intéressant, de donner une nouvelle inflexion, une nouvelle trajectoire à sa vie professionnelle. En l'occurrence, je pense que c'est la possibilité de changer de statut. Est-ce qu'il y a un championnat qu'on peut intégrer dans lequel on peut passer du joueur, on va dire, correct, moyen plus qu'on est, à un statut de légende vivante, légende absolue, joueur mythique, on pense bien sûr à André-Pierre Gignac au Mexique par exemple, vivre ce niveau de reconnaissance, devenir l'étoile véritable de son championnat, rentrer dans les livres d'histoire, c'est pas mal. Et puis enfin, c'est aussi une perspective, une manière de préparer l'après-carrière de joueur. Ça peut être une manière de préparer cette suite. Je pense par exemple à Guardiola, Pep Guardiola qui finit au Dorados de Sinaloa pour une raison précise, c'est qu'il voulait être coaché par Juanma Lillo, qui est l'entraîneur des Dorados à l'époque, pour commencer à préparer sa carrière d'entraîneur. Donc voilà tous les paramètres. Maintenant on va faire un petit tour assez rapide, zone par zone, éclairer les plus, les moins, et on va commencer par le Golfe Persique, alors ce qui est une appellation un peu générique pour parler de l'Arabie Saoudite, du Qatar, Émirats Arabes Unis, Oman, Bahreïn, Koweït, entre autres Iran aussi. Pas un expert en géographie, mais il me semble que c'est plutôt cette zone qui est désignée par l'appellation Golfe Persique. La première chose, c'est la perspective de très haut salaire par rapport au niveau des joueurs. Alors bon, c'est un super joueur, mais il a 33 ans, Ever Banega, qui a 33 ans aujourd'hui. Il est parti l'été dernier en Arabie Saoudite, à Al-Shabaab. C'est un contrat qui va lui rapporter à peu près 35 millions d'euros sur 3 ans. 3 ans de contrat, 35 millions d'euros, à peu près 10, 11, 12 millions d'euros annuels. À Séville, il était en fin de contrat à cette époque, il était en fin de contrat été 2020, et il gagnait à l'époque, summum de sa carrière entre guillemets, 6 millions d'euros par an. Donc énorme différence
entre jouer dans un top club européen, vainqueur de Ligue Europa, super club, et Al-Shabaab en Arabie Saoudite, tu gagnes 2 à 3 fois plus. Forcément, ça vient avec des sacrifices, ça c'est le gros avantage qu'on connaît bien, mais ça vient avec des sacrifices, la perte d'exposition totale, personne en Europe, soyons honnêtes, regarde le championnat saoudien, même chez les locaux, les Saoudiens eux-mêmes, ou les habitants du Golfe Persique, il n'y a pas un engouement extraordinaire autour de leurs championnats locaux. Les infrastructures sont très moyennes, ça c'est le stade d'Al-Shabaab. Quand tu as joué au Ramon Sanchez Pizjuan pendant 5 ans, mais aussi à Giuseppe Meazza pour Banega, à Mestalla 6 ans, formé à Boca Juniors, donc la Bombonera, bon, forcément, il y a un fossé assez significatif. Sur le niveau pur, on n'est pas sur le pire championnat de la planète quand on parle du championnat saoudien, les autres c'est encore un peu en dessous, mais sur le niveau pur, Fatimi Gomis à Al-Hilal par exemple, il a remporté une Ligue des champions asiatiques, mais c'est plutôt l'exception qui confirme la règle. La plupart des vainqueurs de Ligue des champions asiatiques sont des clubs soit japonais, soit sud-coréens. Voilà, ça reste dans l'ensemble un énorme pas en arrière sportif, on est d'accord. Donc voilà pour le Golfe Persique. Ensuite, les Amériques au sens large, on va parler des États-Unis, Amérique centrale et du Sud. On commence par les États-Unis, les States. Ça a l'air intéressant en MLS, mais pas hors norme non plus. En MLS, il y a un système de salary cap, que vous connaissez sans doute aussi, qui est assez sévère, avec quand même la possibilité de faire sortir certains joueurs de ce système. C'est le concept de designated player, qui a été introduit en 2007, qui est couramment appelé là-bas la loi Beckham. On comprend pourquoi, mais le résultat, c'est que celui qui est peut-être le meilleur joueur de MLS, en tout cas le mieux payé en MLS, c'est Carlos Vela, et il est autour de 5 millions d'euros par an. Même Zlatan Ibrahimovic, à l'époque où il était à Los Angeles, au Galaxy, il était à 6,5 millions d'euros par an à peu près, en salaire payé par le club. C'est moins qu'aujourd'hui, à 40 ans, à l'AC Milan, pour Zlatan Ibrahimovic. Donc c'est pas super bien payé, dans l'absolu évidemment, mais relativement aux autres opportunités qui peuvent exister, même en restant en Europe, c'est pas incroyablement bien payé. Après, je pense qu'aux États-Unis, la question du salaire, c'est seulement une partie de la réponse économique, une partie de l'équation économique, et que derrière, en matière de personal branding, par exemple, de manière de faire croître sa marque personnelle, d'opportunités commerciales, le move de Zlatan à LA, il était intéressant pour bien d'autres choses que son salaire. Ça offre aussi des opportunités sans doute d'investissement qui sont intéressantes, post-carrière de joueur. Beckham, quand il est parti à Los Angeles, bon, voilà, c'était pour lui une manière d'intégrer le cercle social et culturel et économique américain, aujourd'hui propriétaire d'une franchise, l'Inter Miami, donc ça lui a bien servi. Sur le niveau pur, on est sur quelque chose qui est quand même bien plus élevé que dans le Golfe Persique. La MLS, c'est de moins en moins un championnat de pré-retraite, notamment avec ce système de salary cap, qui fait qu'il y a de moins en moins de gros noms qui sont recrutés, de plus en plus de talents locaux, ou locaux, on va dire Amérique du Sud, Venezuela, etc., qui sont importés. C'est devenu une ligue relativement compétitive qui progresse chaque saison avec quelques vraies bonnes équipes. Les ambiances sont bonnes aussi, c'est pas l'Amérique du Sud bien sûr, mais il y a des communautés de supporters assez engagées, même très engagées, un énorme amour du sport aux États-Unis de manière générale qui a progressivement infiltré la MLS. Les stades dans l'ensemble sont bien remplis, très modernes aussi, super infrastructure. Petit bémol peut-être sur le nombre de pelouses synthétiques aux États-Unis, il y a à peu près un stade sur 4, un club sur 4 qui joue encore avec une pelouse synthétique. Bon, ça c'est pas ouf, mais dans l'ensemble ça reste quand même un environnement très cool pour une fin de carrière, avec des passerelles ponctuelles vers l'Europe en plus. On pense par exemple à Beckham, à l'époque où Los Angeles, le Galaxy se qualifiait pas en play-off, il retournait souvent en Europe, il a fait 2 fois des prêts à l'AC Milan pour jouer une fin de saison, pour se préparer notamment aux échéances internationales. Lampard, avant de rejoindre New York City dans le cadre de leur accord, mais il a joué aussi une saison en quelques matchs avec Manchester City, il s'est entraîné avec Man City. Donc voilà, pour le niveau pro c'est pas mal, pour les perspectives professionnelles c'est pas mal. Et puis après sur le plan perso, bon, chacun se fera son opinion, mais vivre aux États-Unis, si t'es dans une ville sympa, si t'es dans un état sympa, avec les ressources d'un sportif de haut niveau, je pense qu'il y a pire. Donc pas mal pour les States. Ensuite, Amérique centrale ou du Sud, j'ai tout mis un peu dans la même catégorie. Je pense que l'exemple numéro 1, et ce qui m'a inspiré à faire cette vidéo, c'est sans doute celui d'André-Pierre Gignac, qui mérite une vidéo à part entière, donc on va pas revenir extensivement sur son parcours du côté des Tigresses. Mais voilà, il a empilé les trophées, les distinctions individuelles, les buts historiques. Il est devenu une légende absolue dans un championnat qui est quand même plutôt relevé, plus que la MLS par exemple. La preuve, c'est que les
15 dernières Ligues des Champions de la CONCACAF, compétition intercontinentale de clubs, côté Amérique du Nord et Amérique centrale. Les 15 dernières ont été remportées par un club mexicain. Donc sportivement, vraiment pas mal, on peut faire pire. Niveau salaire, avec ce que gagne Gignac au Tigres, il serait à peu près dans le top 10 de MLS, mais c'est une exception. Il n'y a que 4 joueurs dans le championnat en Liga MX, 4 joueurs qui sont au-dessus des 2 millions d'euros annuels. C'est Vincent Janssen, Memo Ochoa, Gignac et Florian Thauvin, qui est autour de 5 millions d'euros par an, qui est de très très loin devenu le joueur le mieux payé au Mexique. Ça en ferait, à titre de comparaison, ça en ferait le 3e joueur le mieux payé de MLS, derrière Carlos Vela et il me semble Chicharito, Javier Hernandez, si mes chiffres sont bons. Donc voilà pour Thauvin, lui il s'est bien mis. Mais au-delà, il y a bien sûr au-delà de la variable économique, l'ambiance dans les stades, la passion du foot, la vie culturelle au Mexique, qui a l'air d'être un pays vraiment extraordinaire. Après il y a l'Amérique du Sud, bien sûr. Le bon point en Amérique du Sud, c'est que tu peux continuer à évoluer à un super niveau, bon ça dépend des pays, mais tu peux évoluer à un super niveau en fonction des championnats, tout en profitant d'une culture foot vraiment, vraiment extraordinaire, plus marquée, supérieure sans doute à ce qu'on trouve en Europe, je pense notamment au foot argentin, combiné à la perspective pour beaucoup de joueurs, combiné à cette perspective de revenir sur ses terres d'origine. Je pense à Carlos Tevez, son retour mythique à Boca, Lisandro Lopez au Racing, David Trezeguet à River Plate, son club de cœur. Il dit qu'il y a vécu les moments les plus forts de sa carrière, au-dessus même, il le dit lui-même, au-dessus même de la finale de l'Euro 2000 par exemple. Voilà, ça fait partie. Le retour de footballeur en Amérique du Sud, pour moi, ça fait partie de ces choix émotionnels qui donnent ou qui redonnent ses lettres de noblesse au foot, qui lui reconfèrent un côté romantique qui est vraiment, vraiment cool. Donc l'Amérique du Sud, je le mets très très haut sur ma liste de choix personnels, même si voilà, chacun fait en fonction de ses paramètres. Enfin, on peut finir, l'avant-dernière partie, c'est les autres, ceux qui rentrent dans aucune catégorie géographique pour l'instant, avec quelques choix plus originaux, par exemple Iniesta au Vissel Kobe au Japon il y a quelques saisons. C'était pas la première star à rejoindre la J-League, quelques décennies auparavant, on avait Zico, Michael Laudrup, Diego Forlán, Hristo Stoichkov, Freddy Ljungberg, mais à part Lukas Podolski, il n'y avait pas eu récemment de grands noms, et encore avec Iniesta de très très grands noms, c'est 1 ou 2 ou 3 crans au-dessus de Lukas Podolski. Finalement il est devenu un nouveau pionnier de la J-League, et être un pionnier, ça a du bon, est devenu une superstar absolue au Japon avec tous les bénéfices que ça a. Ça a été un transfert qui a été favorisé par le PDG du Vissel Kobe, le président du Vissel Kobe, qui est aussi le PDG de Rakuten, si je ne me trompe pas, qui avait un accord avec le Barça, etc. Mais tout ça, ça a du bon parce que Iniesta touche aujourd'hui encore au Vissel Kobe un des salaires les plus élevés de la planète foot, 30 millions de dollars annuels, bien au-dessus des salaires qu'on a évoqués, même dans le golf par exemple. Donc voilà, ça c'est un move assez original, et puis la perspective de vivre au Japon, qui est un super pays, très intéressant quand on parle d'une vie culturelle, d'étendre son horizon. Voilà, le choix d'Iniesta est pas mal. D'autres choix originaux, Wagner Love au Kairat Almaty au Kazakhstan. On n'a même pas parlé de la Chine, je pense que je rapprocherais ça à peu près des pays du Golfe. Bon, les salaires très très élevés, Cédric Bakambu par exemple, qui a 18 millions d'euros annuels, mais un championnat moyen et moyennement suivi, et les infrastructures pas top. Voilà, ça se rapproche à peu près de ce qu'on pourrait dire sans doute des pays du Golfe. En guise de sous-MLS aussi, à un niveau bien inférieur, parfois même assez ridicule, il y a des vidéos qui tournaient sur YouTube il y a quelques années, assez comiques, l'Australie, avec Alessandro Del Piero par exemple, qui allait au Ciné FC, puis en Inde, au Delhi Dynamos, comme Robert Pires à Goa, mais ils y ont pas joué tous les deux plus d'une dizaine de matchs. Et puis enfin il reste la dernière option, une des plus intéressantes tout de même, c'est de rester en Europe. Alors peut-être que pour le côté étendre ses horizons, découvrir une nouvelle culture, c'est peut-être un peu moins intéressant, mais sportivement, la perspective de terminer vraiment au plus haut niveau, pour l'histoire quand on pense au retour de Zlatan en Serie A et de ses performances à l'AC Milan. Alors peut-être avec pour certains un temps de jeu progressivement réduit, peut-être que Francesco Totti jouait un peu moins sur ces dernières saisons que ce qu'il aurait souhaité, que ce qu'il aurait pu faire sur d'autres championnats, mais la perspective aussi de terminer, d'être un one club man, de terminer en beauté, la perspective de finir au plus haut niveau tout en étant soi-même à son plus haut niveau de performance, Zinedine Zidane qui s'arrête,
au plus haut niveau, Michel Platini aussi, c'est pas mal. Il y a la perspective de terminer dans son club formateur qui est intéressante, on l'a évoqué pour certains sud-américains, mais ça peut être le cas de plein de joueurs européens. Buffon qui finit à Parme vraisemblablement, Gamero qui est revenu à Strasbourg, ce sera peut-être pas son tout dernier club, mais en l'occurrence il est revenu à Strasbourg, Robben à Groningen, on le voit sur son vélo. Ça fait plaisir, peut-être un jour Benzema, Karim Benzema à l'OL, ce que je souhaite. Ça c'est une bonne perspective, terminer dans son club formateur. Écrire une autre page de sa légende en marquant l'histoire d'un plus petit club. Je trouve ça très intéressant aussi, ça me plaît beaucoup. Bien sûr, de ce point de vue-là, la trajectoire de Ribéry est intéressante, lui qui a joué à la Fio, qui finit là en ce moment à la Salernitaine, peut-être qu'il y aura d'autres clubs ensuite. Mais le côté baroudeur des plus petits clubs européens, j'aime bien. On pense à Miroslav Klose à la Lazio, Raoul à Schalke, Guillaume Haro en Suisse, Pjanic au Beşiktaş en ce moment, qui a signé au Beşiktaş cet été. C'est intéressant. Et puis peut-être les derniers choix les plus romantiques de tous, par pur amour du foot, et qui finissent là où leur niveau peut les porter, dans les divisions inférieures du foot français. On m'a cité l'exemple de Kerbrat qui passe de la Ligue 1 au National en jouant au Stade Briochin, mais aussi Sidney Govou à Chasselet, à Limonest, Benjamin Nivet qui a repris une licence à 42 ans à l'Étoile de Brou, qui jouait des matchs de départemental 1 en 2019, Nassim Akrour qui en 2020 jouait encore en National 3, avait marqué un doublé pour son premier match de National 3 contre Montluçon, il avait 47 ans à l'époque. Voilà, chacun finit sa carrière de la manière qu'il veut ou de la manière qu'il peut. Il y a plein de trajectoires super intéressantes. Moi j'aime beaucoup ce moment, je le trouve assez riche à analyser parce qu'il est un peu à la frontière de la vie professionnelle qui a été pendant 10, 12, 15 ans, qui était vraiment au centre de tous les choix de carrière pris. Il est un peu à la frontière de la vie professionnelle et de la vie perso. Je trouve ça intéressant de voir des footballeurs faire des choix, notamment pour leur carrière, leurs enfants, leur donner cette double culture. Voilà, c'est un moment assez riche, fertile, et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, vous, où est-ce que vous partiriez si vous aviez eu la chance, si vous avez la chance d'être footballeur professionnel, et que vous approchez de la fin de votre carrière, il vous reste peut-être 2, 3, 4 ans, quel choix est-ce que vous feriez? Quels sont les choix parmi les footballeurs existants ou passés qui vous ont le plus plu, le plus marqué? Dites-moi tout ça en commentaire, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. On se retrouve très très vite pour la prochaine, d'ici là comme d'habitude, passez une super journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à très vite. Bisous.